C'est une première depuis 32 ans. L'Union européenne a décidé de sanctionner des responsables chinois pour violation des droits de l'homme. Elle fait référence à la persécution de la minorité musulmane ouïghour dans la région du Xinjiang. De son côté, Pékin a répliqué en sanctionnant des responsables européens. Jour de vote en Israël ce mardi. Les habitants doivent se rendre aux urnes pour les élections législatives, les 4e en moins de 2 ans, dans un pays érigé en modèle pour sa vaste campagne de vaccination anti-Covid-19. Une campagne dont Benyamin Netanyahou espère bénéficier lors du scrutin. Et puis l'an dernier, elle était ravagée par les flammes. Cette année, l'Australie vit ses pires inondations depuis 60 ans. Elle touche la région la plus peuplée du pays, celle de Nouvelle-Galles du Sud, qui comprend notamment Sydney. Des milliers d'habitants ont dû quitter leur domicile et de nouvelles évacuations sont prévues ce mardi. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Défendre les droits de l'homme, c'est la raison pour laquelle l'Union européenne a décidé de sanctionner des responsables chinois. La Chine réplique en sanctionnant une dizaine de parlementaires européens. L'UE dénonce le sort que Pékin réserve à la minorité musulmane ouïghour. Ce sont les premières sanctions européennes visant la Chine depuis 1989 et la répression meurtrière du régime sur la place Tiananmen. Julie Chouteau. 1 million de musulmans ouïghours seraient détenus dans des camps de concentration de la région chinoise du Xinjiang, une atteinte aux droits de l'homme selon les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Réunis à Bruxelles, ils durcissent le ton et mettent en place des sanctions, gel des avoirs et interdiction d'entrer dans l'UE. Cela inclut 4 personnes et une entité chinoise qui ont eu un rôle actif dans la conception et la mise en œuvre de la politique chinoise dans la région du Xinjiang. Le Royaume-Uni et le Canada ont adopté les mêmes mesures que l'Union européenne. Les États-Unis, eux, ont sanctionné 2 des 4 responsables chinois visés par les Européens. Contre les puissances occidentales qui font front commun, la Chine a immédiatement riposté. La Chine a décidé de sanctionner 10 personnes et 4 entités de l'Union européenne qui portent gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la Chine et propagent de manière malveillante des mensonges et de la désinformation. Parmi les personnes sanctionnées par la Chine, plusieurs députés européens engagés dans la défense des droits des Ouïghours, dont le français Raphaël Glucksmann. Vos sanctions ne m'impressionnent pas. Vos exhortations à l'autocritique et vos menaces non plus. Avec les 9 autres personnalités européennes sanctionnées, nous continuerons à nous battre contre vos crimes et à briser les silences qui les entourent. De son côté, le Quai d'Orsay a convoqué l'ambassadeur de Chine en France. Le ministère français des Affaires étrangères juge inacceptables les sanctions et les propos tenus par la diplomatie chinoise à l'encontre de parlementaires européens. Et puis des sanctions européennes également contre la junte birmane. Elle vise 11 responsables impliqués dans la répression meurtrière menée en Birmanie depuis le coup d'État du 1er février. En presque 2 mois, au moins 250 personnes ont été tuées et plus de 2600 arrêtées selon une ONG locale de défense des droits de l'homme. Les opposants à la junte continuent de manifester dans tout le pays. Les 4e élections législatives en moins de 2 ans en Israël. Le scrutin a lieu ce mardi sur fond d'intenses campagnes de vaccination contre le Covid-19. La droite, menée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, l'emportera-t-elle ? En tout cas, les derniers sondages donnent le Likoud en tête. On voit ça avec Inès Olagaray. Une société divisée, des alliances fragiles. Cela fait 2 ans que le parti de Benyamin Netanyahou arrive en tête des élections législatives, mais qu'il échoue à chaque fois à trouver une majorité pour gouverner. Pour ce nouveau scrutin, le Premier ministre israélien compte sur la droite nationaliste pour le pousser vers la victoire. Il semble qu'à ce stade, Netanyahou soit toujours le plus susceptible de devenir Premier ministre. Cela dépendra du parti nationaliste de droite Yamina, dirigé par Naftali Bennett, qui est censé faire partie du bloc pro-Netanyahou. Mais il garde une position un peu floue, un peu ambiguë, afin de préserver la possibilité de soutenir le bloc d'opposition. Un allié imprévisible, une fronde de plus en plus intense et une inculpation pour corruption dans 3 affaires différentes. Pourtant, Benyamin Netanyahou jouit d'une certaine popularité en ce moment. Et ce, grâce au succès de la campagne de vaccination menée dans le pays. Près de la moitié de la population a désormais reçu les 2 doses du vaccin contre le Covid-19. Le parti du Premier ministre est en tête dans les derniers sondages, mais le Likoud n'est crédité que de 30 sièges au Parlement.
soit à peine la moitié des sièges requis pour pouvoir former un gouvernement. Et on vient de l'apprendre, de nouvelles mesures de restriction vont entrer en vigueur en Allemagne. La chancelière Angela Merkel a annoncé un confinement strict du 1er au 5 avril, la semaine de Pâques. Les magasins non essentiels resteront fermés. Tous les offices religieux seront annulés durant cette période. Ils devront se tenir en ligne. L'épidémie de Covid-19 en France et ses chiffres de plus en plus inquiétants dans la région Île-de-France. Le taux d'incidence pour 100 000 habitants y est désormais de 537 sur les 7 derniers jours contre 474 la veille. Le nombre de patients en réanimation est quant à lui aussi haut que lors du premier confinement à 1325. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'au moins 35 vaccinodromes dans le pays afin de vacciner 30 millions de personnes d'ici l'été. C'est un reportage d'Anthony Joly pour France 2. La victoire face au Covid va-t-elle se jouer sur le terrain du stade Vélodrome à Marseille ou encore sur celui du Stade de France? Pour vacciner plus vite et plus fort, le gouvernement va déployer des vaccinodromes, des centres de vaccination géants. Un peu à l'image de ce qui se fait actuellement à Lyon, au Palais des Sports de Gerland. Ici, la vaccination a lieu 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Surveillance, Vous en faites combien par heure à peu près depuis ce matin, j'aurais été à plus de 80 depuis ce matin. Le centre a ouvert il y a 2 mois et chaque jour, les injections sont de plus en plus nombreuses. Après 1 mois et demi, on est monté en charge et on assure 1200 injections par jour. D'ici fin avril, entre 100 et 200 mégacentres devraient ainsi être mis en place. Pour les gérer, les pompiers vont être appelés en renfort, mais aussi l'armée. Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination. Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national. Enthousiaste, le ministre de la Santé ne voulait pourtant pas entendre parler de vaccinodrome début janvier. Je ne suis pas du tout certain que ça doive prendre, c'est mon opinion, la forme de grands stades dans lesquels viendraient faire la queue des milliers de personnes en plein hiver. Un changement de stratégie dicté par les millions de doses qu'il va falloir écouler au printemps. Sauf problème, plus de 26 millions sont attendus rien que pour le seul mois de juin. En vaccinant en masse, la France s'inspire d'autres pays, comme les États-Unis, où certains centres vaccinent jusqu'à 10 000 personnes par jour. La France n'atteindra pas ces niveaux, mais le défi à venir reste de taille, selon ce député spécialiste de la logistique. Ça va défiler, ça va défiler, ça va défiler. Il n'y aura pas de temps mort avec le retard du patient qui n'est pas là. S'il n'est pas là, un autre le remplace. Grâce au vaccinodrome, le gouvernement espère atteindre l'objectif qu'il s'est fixé de 30 millions de vaccinés d'ici la mi-juin. Les pires inondations en Australie depuis 60 ans. Elles frappent l'État de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays où se trouve notamment Sydney. Des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile en urgence. De nouvelles évacuations sont prévues ce mardi. Des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur la côte Est. Des images commentées par Julien Cheida. À perte de vue, des agglomérations sous les eaux. D'après les autorités, l'État de Nouvelle-Galles du Sud n'avait pas connu pareilles inondations depuis plus d'un demi-siècle. Ses habitants ont tenté de sauver ce qu'ils pouvaient et se disent heureux d'être encore en vie. Carpets, cupboards, everything's gone. We moved everything out from say about 4 o'clock onwards, and then we just sit and wait. Voici la source de cette catastrophe inédite. Le barrage de Warragamba qui alimente principalement la ville de Sydney. À cause des pluies abondantes, le débit s'est intensifié, provoquant des inondations historiques. Plus de 200 écoles ont été fermées et les habitants de la région s'attendent à une semaine difficile. Eux qui avaient déjà connu une période compliquée l'année dernière, liée aux conditions météorologiques. Some communities who were battered by the bushfires are now being battered by the floods, a deep drought prior to that. And I don't know any time in our state's history when we've had these extreme weather conditions in such quick succession in the middle of a pandemic. Des pluies torrentielles sont tombées en quelques jours, l'équivalent de 3 fois les précipitations habituelles pour un mois de mars. I've been a flood forecaster in the Bureau for 20 years, and this is probably the worst flooding that I've experienced. D'après les prévisionnistes, la situation ne devrait pas se calmer avant mercredi. Une alerte aux inondations a aussi été émise dans l'État voisin du Queensland. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.